C'est au travers de cette forêt des Ardennes, forêt mythique qui fit trembler jusqu'à Jules César, que passe une ligne imaginaire inventée par les hommes, la frontière. Son dessin fut sans cesse remis en cause et ce n'est qu'en 1792 que sa forme actuelle fut arrêtée. Bien évidemment, durant les trois grandes guerres, 70, 14-18 et 39-45, il est bien difficile d'en décrire le tracé. Moi-même, j'ai été agriculteur, donc je connais le pays, j'ai vu beaucoup de choses, même des choses qu'on ne devait pas voir. Parce que, bien qu'on ait quelquefois vu un petit trafic, si on peut dire, jamais personne n'en parlait. Oui, du trafic, il y en a eu ici aussi tous les jours. Parce qu'il y avait une usine de 1600 ouvriers ici, dont pratiquement la moitié étaient belges. Alors, ils apportaient du tabac à leurs copains, vous comprenez bien. Hein, et ils retournaient avec 1 litre de goutte de temps en temps. Alors, on ne peut pas dire c'était de la contrebande, c'était rendre un service, quoi. Même aujourd'hui, la frontière est bien difficile à situer avec précision. Cette ligne imaginaire passe en plein milieu de la forêt et donc, quoi de plus tentant que de profiter de cette situation et d'acheter au meilleur prix des biens de consommation d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors ici, on est français exactement depuis le traité des limites qui a été signé en 1774 entre l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et notre bienheureux roi Louis XV, dit le bien-aimé à l'époque. Ça s'est fait sans guerre, c'était une question d'arrangement pour stimuler le commerce dans cette région frontière, justement, qui avait trop longtemps souffert d'être une barrière. Et les deux souverains voulaient ouvrir leurs deux pays au commerce. Et il n'y a rien de plus pacifique que des bonnes voies de communication. Le château d'Hierges a toujours été un château de frontière. Et toute la région d'ailleurs de la pointe des Ardennes est une zone de frontière, ce qui explique les forteresses armées, mais aussi les fermes qui sont fortifiées. Des fortifications, il y en a partout. Vous allez dans la campagne, vous trouvez encore jusqu'au dernier moment des blocos de la dernière guerre mondiale. Ici, on est dans un lieu où les gens étaient toujours armés. D'ailleurs, les habitants de Hierges, dès le XIVe siècle, avaient le droit de chasser. Les simples paysans avaient le droit de chasser, tout simplement parce qu'il fallait que les gens soient armés pour défendre cette frontière. Sauf qu'au Moyen-Âge, nous nous défendions contre les Français, qui étaient les envahisseurs qui venaient du Sud. Quand la frontière française et belge a été tracée, le seigneur de Hierges, il aurait bien aimé que, par cette colline là-bas, et c'est ici, la frontière passe au milieu du château. Comme ça, il aurait eu une tour en Belgique, c'est-à-dire au pays de Liège, et une tour en France qui lui aurait permis d'avoir deux prisons. Et l'avantage aussi qu'il y avait, c'est que le vin qui venait de France, en tant que grand seigneur liégeois, il ne payait pas de droit sur les vins qui venaient de Champagne et de Bourgogne, d'après les comptes qu'on a pu relever. Et donc, il les aurait mis du côté liégeois, il n'aurait pas payé. Tandis que même en tant que seigneur, parce que le roi de France était quelqu'un d'abominable, même étant en France, le seigneur était obligé de payer des droits sur le vin, ce qu'il trouvait absolument insupportable comme atteinte à ses privilèges. Mais malheureusement, les discussions ont été assez longues à ça, et les commissaires français liégeois ont décidé que la frontière passait donc un petit peu à l'ouest du château, et le château tout entier s'est retrouvé en France aux grandes dames du duc d'Arambert qui était le seigneur de Hierges en 1772. Cette vente de produits belges à une clientèle française s'est très implicitement installée. De nombreux commerces belges appelés baraques, implantés juste à la frontière, ont fait l'objet d'une surveillance permanente. C'est donc jour et nuit que les autorités douanières patrouillent les 190 km de la ligne frontière. Ils se déplaçaient, avant la guerre de 14, ils se déplaçaient avec un lit de camp. Un genre de havre-sac, quoi. Hein, ils avaient un lit de camp, puis ils restaient comme ça toutes des nuits entières à surveiller, quoi.
Mais ils partaient le jour, toute la nuit aussi, hein, ils dormaient, et donc ils entendaient, ils essayaient de prendre ce fameux contrebandier. Quoi. Où c'est. Parce que bon, il y avait aussi, bien sûr, des femmes aussi, hein, qui passaient. Hein, on savait qui, bien sûr. Hein. Et bien sûr, c'était un genre de marché noir. Ils revendaient ce qu'ils allaient chercher côté Belgique, ils revendaient aux alentours. La contrebande, elle se faisait bien souvent à pied par les bois, ici, mais aussi, les deux douanes étaient à 150 mètres de différence, là. Hein. Et il y avait un chemin qui passait par derrière. Alors, quand il faisait mauvais, ou la nuit, eh bien, les douaniers, ils faisaient du feu dans leur bureau, ils étaient bien au chaud, puis les gens, ils passaient par derrière. Et puis aussi, les femmes, beaucoup, ont fait de la fraude. Certaines revenaient avec une poitrine opulente, mais comme les douaniers n'avaient pas le droit de les fouiller. Ce qui m'attire dans mes histoires, ce que j'ai envie de dessiner, c'est la forêt, c'est la nature, ce sont les grands espaces. Et justement, cette contrebande, dans cette région, permet tout cela. On m'a raconté des petites anecdotes par après. Bon, ça arrive souvent, lorsque vous travaillez un sujet, vous découvrez, une fois que vous l'avez terminé, des petites choses que vous auriez pu placer. Il y a par exemple une anecdote que j'aurais pu placer, que je trouve assez savoureuse. Donc ici, dans mon histoire, des femmes cachaient du café et du tabac dans leur corsage, d'où le titre « Les Saintes Cafés », parce que les douaniers ne pouvaient pas, évidemment, les fouiller. Et il y avait une anecdote, notamment, qu'on m'a racontée, au niveau de la contrebande du beurre. Hein, lorsque un douanier soupçonnait une femme de faire de la contrebande de beurre, il l'installait à côté d'un poêle bien chaud, et à ce moment-là, le beurre commençait à fondre, et forcément, la contrebandière était découverte. Lorsque j'ai terminé mon scénario, je vais faire des repérages sur place. Et je suis venu prendre des photos de décors. Je suis venu faire des repérages de différents petits bistrots, cafés frontières. La baraque Laurent, je ne l'ai découverte que par après, mais j'avais des cartes postales d'époque. Et ça m'a permis justement de faire l'image principale que l'on retrouve dans l'album. Et voilà, à partir de cela, je fais vivre mes personnages et je les mets en scène. C'est une bande dessinée magnifique. Son héros principal là-dedans, c'est Victor. D'abord, il l'appelle Victor, je crois, dans ça. Ça ne fait aucun doute. Victor Droguest est devenu le personnage emblématique de la contrebande dans les Ardennes. Adolescent pendant la Première Guerre mondiale, il a vécu toute sa vie dans la forêt ardennaise. Victor a commencé à faire de la contrebande à l'âge de 5 ans, disait-il. Hein, parce qu'il avait suivi une vieille femme. Il la prenait pour une sorcière, d'ailleurs, qui allait en Belgique. Et il a suivi, il a vu où elle allait, il a compris ce qu'elle faisait. Alors lui, avec une pièce à 1 sou ou 2, il est allé acheter aussi, qu'il a revendu, et ainsi de suite. Et c'est parti. Alors, il a quand même travaillé une quinzaine de jours pour un patron dans une usine, à Brou. Et avec sa paye de 15 jours, il a acheté une carabine, il est parti dans les bois, on l'a plus revu. Puis revu travailler toujours. Parce qu'on l'a revu sur les chemins de Belgique, toute sa vie. Et il n'a fait que ça. Il a vécu que de contrebande, de braconnage aussi, pas mal. Victor a joué toute sa vie à tromper les douaniers. Plus souvent solitaire, il a pourtant de temps en temps utilisé des complices tant en France qu'en Belgique. Ceux-ci lui joueront quelques tours qui lui vaudront de ponctuels passages en prison. Mais pour lui, la punition n'était pas importante. C'est la fraude qu'il avait dans le sang. Il y avait de véritables bandes. Et ici, à Cudessart, il y a eu en 1848-49 un épisode avec une fameuse bande qui était composée de 7 hommes, qui était la bande du Cudessart. Et il y en a une autre avant, c'était la bande de Reichshoffen. Alors, c'était simple. La bande de Reichshoffen,
quand ils partaient de Belgique, ils faisaient boire à leurs chevaux une bonne lampée d'eau de vie, pour certainement leur donner du courage. Ils chargeaient les chevaux, et ils ne passaient pas du tout par des chemins détournés, ils passaient par la grande route. Et à un moment donné, si jamais ils rencontraient un poste de douane, où il y avait 2 douaniers ou 3 douaniers, ils éperonnaient le cheval, qui était préalablement un petit peu étourdi, et puis alors ils fonçaient droit sur les douaniers. Et ils les faisaient écarter. Ces bandes-là étaient des bandes qui au moins commençaient à travailler par 2. Soit à 2 avec des chevaux, soit 2 avec une voiture, et puis parfois pouvaient aller à 5, à 6 ou à 7. Dans le village, on va au café, on raconte ses exploits, parfois même quand il y a un douanier qui est là, on se moque du douanier bien entendu, parce que comme le douanier n'a pas pu vous prendre sur le fait, il ne peut pas vous arrêter dans le café, vous pouvez lui dire tiens je t'ai eu là, etc. etc. Et puis bon, quelqu'un comme Victor Droguest, qui est vraiment un contrebandier de l'entre-deux-guerres, là nous avons affaire à quelqu'un qui travaille en solitaire, plutôt, qui fait passer du tabac par ses chiens qu'il élève. C'est aussi un peu un homme des bois. Bien sûr, il n'a jamais prétendu travailler en usine pour un patron. Ça, il voulait la liberté, la forêt. Il a toujours joué carte sur table. Introduction de marchandises et vente clandestine de marchandises, c'est ce qu'il faisait. Il s'en est toujours vanté. Et il a toujours dit à qui voulait l'entendre, moi je fais de la contrebande, je ne fais que de ça. Et il ne le cachait pas, au contraire, s'il pouvait se faire un client de plus, il fallait faire de la pub. Il n'a jamais été riche. Il n'a jamais été riche pour la bonne raison que c'était un homme pour lequel l'argent ne comptait pas. Du moment qu'il pouvait vivre, c'est tout. La contrebande, c'est un sujet non seulement mythique, mais également réaliste. La fraude a inspiré de nombreux artistes, d'André Dhôtel à Charles Baudelaire. Beaucoup d'écrits à la louange de ces travailleurs de la nuit évoquent avec bienveillance la rudesse de leur situation. Les douaniers s'y retrouvent souvent au même niveau de compassion que les contrebandiers eux-mêmes. Ceux qui disent crénon, ceux qui disent macache, soldats, marins, débris d'empire, retraités sont nuls. Très nuls devant les soldats des traités qui tailladent l'azur frontière à grands coups d'âge. Pipe aux dents, lame en main, profond, pas embêtés. Quand l'ombre bave au bois comme un mufle de vache, ils s'en vont, amenant leurs dogues à la tâche, exercer nuitamment leur terrible gaieté. Ils signalent aux lois modernes les faunesses. Ils empoignent les faustes et les diavolos. Pas de ça, les anciens. Déposez les ballots. Quand sa sérénité s'approche des jeunesses, le douanier se tient aux appâts contrôlés. Enfer aux délinquants que sa paume a frôlé. Bon, c'est vrai qu'ici, on a toujours un petit côté, par rapport au contrebandier, un petit côté romantique. Le contrebandier, c'est quelqu'un qui est un personnage sympathique, qui fraude un petit peu la loi. Mais quand on arrive avec des contrebandiers dont je viens de signaler l'organisation, là, c'est autre chose. Nous avons cette fois-ci des bandes organisées et qui parfois même ont tué des douaniers. Le village, bon, nous on est à l'orée des bois, vous avez 7 km de forêt, c'est ce qui permettait aux fraudeurs de pouvoir se dissimuler parce qu'il y a la vaste forêt des Ardennes là. Dans le village, les gens, c'était beaucoup des gens qui travaillaient en fonderie, qui travaillaient dans les fonderies de Vrigne-aux-Bois. Des gens, ils allaient travailler à pied, ils partaient à 5 h du matin, ils faisaient 12 à 14 heures dans les fonderies, donc ils n'avaient pas trop le temps d'aller chercher du tabac. Donc c'était des gens du village qui les approvisionnaient, qui allaient leur chercher du tabac pour eux. Donc lui, avec ses chiens montés là-bas, il arrivait chez le commerçant, il fixait les paquets de tabac, les ballots, sur le dos des chiens, et ensuite il redescendait à pied, mais il descendait à travers bois. En évitant les postes
parce qu'il y avait la douane volante qui existait. Il évitait les postes de douane, les postes de contrôle qui étaient, bon, on les connaissait plus ou moins, il les évitait et il repartait à travers bois. Et en accord avec le propriétaire, le commerçant, lui lâchait les chiens 1 heure après qu'il était parti. Donc les chiens reprenaient sa piste, le nez au sol reprenait sa piste et redescendait et arrivait au village. Il mettait environ, il y avait 7 km, les chiens mettaient une grosse demi-heure pour revenir. Mais bon, les douaniers, c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Les douaniers étaient un petit peu au courant, ils essayaient par tous les moyens d'arrêter un petit peu ces fraudes. Et ils pouvaient tuer le chien qui était chargé de tabac, parce que le chien était considéré comme hors la loi. Donc le chien était abattu et le douanier touchait une prime pour l'abattage du chien. C'était pas le plus beau de la chose. Bon, la personne que j'ai connue passait un peu entre les gouttes de tout ça. Il était assez malin, assez filou. Et lui, il avait pareil, bon, quand ces chiens rentraient, parce que les douaniers venaient faire des contrôles sur les chiens, voir les chiens comment ils allaient, s'ils étaient à la niche, s'ils étaient là. Et lui, il leur donnait du lait, et je pense, il ne nous avait pas donné le secret, mais je pense que ça devait être de l'aspirine, parce que les chiens qui arrivaient de course étaient haletants, et pour les faire récupérer rapidement, il leur donnait du lait avec de l'aspirine. Et les chiens, quand les douaniers arrivaient frapper à la porte, qu'ils allaient voir les chiens qui étaient dans le chenil au milieu des chèvres, souvent, les chiens étaient couchés et dormaient comme des bébés. Le tabac, l'alcool, le café et le chocolat seront les produits les plus importés. Mais selon les moments, d'autres produits de première nécessité comme les légumes, le beurre ou la viande suivront le même chemin. On parle aussi d'alambic, de machine à coudre. Le plus souvent de la Belgique vers la France, mais aussi dans l'autre sens, quelques animaux passeront la frontière. Certains comme les moutons y resteront, d'autres, comme les étalons ardennais, n'y feront qu'un bref passage, juste le temps d'honorer les juments belges. Dans ce domaine, la réputation française est bien ancrée. Eh bien, il s'est dit qu'il y avait des personnes qui passaient pendant la nuit pour porter la semence à des juments, côté Belgique. Ça s'est fait après la guerre. Bon, c'est vrai que les chevaux à l'époque, ont été disséminés un peu partout. Et pour avoir une bonne race, parce que la race ardennaise, elle est quand même très très bien, donc il s'est dit qu'il y avait un passage d'étalons, ils allaient faire couvrir la femelle sur la Belgique. Les étalons n'étaient pas en pâture avec les juments. Les étalons étaient dans des stations généralement appartenaient aux haras nationaux. Et l'agriculteur allait présenter sa jument à la saillie, où un peu après les palefreniers se promenaient à cheval et allaient visiter les juments dans les fermes. Les races ont été mélangées. Le cheval ardennais, le premier cheval ardennais dans le temps, était un cheval qui faisait 700 kg. Maintenant, on arrive avec des croisements à des chevaux de 850-900 kg. Et il y a des chevaux belges qui faisaient 1 tonne. Des chevaux énormes, avec des membres, beaucoup de membres. Et d'ailleurs, l'Ardennais a grossi suite au croisement avec du belge. Mais à mon avis, eux, pour le débardage, ne voulaient pas de trop gros chevaux. Certainement la raison pour laquelle ils venaient faire saillir par des chevaux ardennais qui étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus tentant qu'un soir de prendre un âne ou un cheval, de mettre 2 sacs en bas sur l'animal, et puis de prendre discrètement un petit chemin dans la forêt ou sur le Tienne, ce qu'on appelle le Tienne, c'est le sommet des collines un peu herbeux et broussailleux, et puis d'aller discrètement déposer ces 2 sacs à Molin, de les confier au meunier de Molin, et puis de dire, écoute, tu t'occupes de ça, je reviens dans 1 ou 2 jours, mais on a économisé quand même la différence entre un 18e et un 24e. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, des privilèges liés à la seigneurie comme les banalités inviteront également à la fraude. Le système et surtout le pourcentage de la taxe variant d'une contrée à l'autre, la tentation est forte de braver les autorités
pour faire moudre son grain dans un moulin où la taxe est avantageuse. Mais comme toujours, il vaut mieux ne pas se faire prendre. Mais ça a été une pratique qui a été très courante. Et la Révolution française de 1789 abolit les banalités et va libérer les eaux des ruisseaux. Et d'ailleurs, après 1789, on voit les moulins fleurir sur les ruisseaux, parce qu'il va toujours y avoir besoin de moulins. Mais cette fois, les entrepreneurs créent leurs moulins, et c'est le jeu de la libre concurrence qui va jouer. Il n'y a plus les banalités. Eh bien, il y en a, ils allaient planter, repiquer du tabac dans le bois. Alors, dans une forêt de 15-20 hectares, vous irez trouver, vous savez qu'il est le tabac. Celui qui ne sait pas, ben, il aurait pu passer 50 fois à côté. Hein. Le tabac, c'était une monnaie d'échange. Hein. Eh ben, lui, il donnait du tabac pour avoir, parce qu'il fallait des bons pour tout. Il pouvait avoir 1 kilo de clous, une boîte de boulons, grâce au tabac. Autrement, il n'en aurait pas eu. Vous voyez, c'était des choses qu'on ne pense même pas, hein, d'avoir autant d'importance que le tabac avait à ce moment-là. Moi, j'ai fait, si on peut appeler ça de la fraude, j'avais 12-13 ans. Je me suis mis à cultiver du tabac dans le jardin, chez nous. Je ne fumais pas, bien sûr, à cet âge-là, mais mon père fumait, mon grand-père prisait, enfin, vous voyez, puis les copains aussi. Eh bien, les gendarmes, ils venaient se servir, ils remplissaient leur sacoche de feuilles de tabac toutes vertes, qui se séchaient chez eux, hein. Alors ils fermaient les yeux. Et moi, pour ne pas que ça se voie, j'avais mis des haricots à perche tout autour du carré. Alors, maintenant, ça serait du cannabis, ça qu'on mettrait. Mais à ce moment-là, c'était du tabac. Moi, j'ai connu un nommé Ninin, surtout, de Monthermé, brigadier Ninin. Ah, mais il venait chez lui. Ils buvaient un canon ensemble. Un canon, comme on disait à l'époque. Mais ils étaient copains, ils se tutoyaient. Le douanier lui disait, on tuera, ben, il disait, oui, ben, vous m'attrapez, quoi, chacun son métier. Hein. Il y en a qui ont fait la guerre dans la Wehrmacht, et les autres dans les forces françaises libres. Ils vont quand même se faire la tête toute leur vie. Hein, ben ça, c'était pareil. Et même dans les familles, hein. Il y avait un fraudeur et puis un douanier. Hein. Ça a toujours existé. Hein. Les contrebandiers et les douaniers se connaissent bien. Ils ont usé les mêmes bancs d'école, servi la même messe ou joué aux billes ensemble étant jeunes. Toutes les alliances sont donc possibles, du douanier véreux au contrebandier dénonciateur. Issus de la région, les douaniers connaissent bien la configuration du terrain, mais aussi les combines racontées par les anciens. Mais en général, ce sujet est tabou. On ne se vante pas des techniques utilisées pour faire de la contrebande. La mortalité chez les douaniers de maladie a été très forte. Parce qu'à l'époque, là où nous sommes, il faisait 2 degrés de moins en moyenne que maintenant. Et les hivers étaient longs, les hivers étaient brumeux, les hivers étaient avec beaucoup de neige. Et les pauvres douaniers qui planquaient des nuits entières de novembre à février, littéralement l'expression attraper la mort, ils attrapaient la mort. C'était une guerre de pauvres surveillée par des pauvres. Je crois que c'est dans le profond, dans l'intime de chacun, essayer de frauder un peu, de trafiquer un peu. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça, c'était plus un peu par passion, par sport, plutôt que par commerce. Depuis l'entrée en vigueur en 1995 des accords européens de Schengen, les douaniers ont quitté leur guérite et la frontière belge se traverse sans contrôle. La fameuse phrase « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» n'a donc plus cours. La fraude un peu folklorique et bon enfant du chocolat et du café n'est plus dans l'air. Dire qu'il n'y a plus de contrebande serait cependant bien présomptueux. Aujourd'hui, seule la contrebande de grande envergure, structurée et organisée persiste. Celle-là est beaucoup plus condamnable. Mais la forêt ardennaise, paraît-il, ne les voit plus passer. L'Ardenne est une mélodie qui laisse
caresse notre âme muette. L'Ardenne est une symphonie qui bat et jamais ne s'arrête. Passe l'été, vienne l'automne, où mille teintes sont pareilles. Ton ciel n'est pas si monotone.